Bienvenue. De son histoire démocratique, le Bénin, pour la toute première fois, tenait une élection sans la moindre formation politique de l'opposition. C'était le 28 avril de l'année en cours, 2019. Il y a donc 100 jours, le monde entier retenait son souffle pour citer des vins, pour le moins inédits, induits par la réforme du système partisan. Au soir du scrutin, les inquiétudes n'ont pu, mesdames, messieurs, être dissipées. Les heures suivantes se révéleront les plus sombres depuis la fameuse conférence des forces vives de la nation. D'importants dégâts matériels notés suite à des mouvements de protestation, mais aussi des pertes en vies humaines. De nombreuses familles éplorées attendent encore, dit-on, de faire le deuil de leur tombée sous les balles des hommes en uniforme. De cette triste journée des mois d'avril et de mai à ce jour, qu'est-ce qui aura véritablement changé de la crise politique qui secoue le pays? C'est la préoccupation majeure, mesdames, messieurs, au cœur de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Thème au menu, législative du 28 avril 2019 au Bénin. 100 jours après, quelle perspective? Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Déjà, à mes côtés, nos invités du jour. Médecin Ingrid Adovi, journaliste indépendant, il est analyste. Médecin Ingrid Dovi, bonjour. Adovi. Oui, bonjour, Joël. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir partagé. En face de lui, un habitué de ce plateau. Il n'est plus à présenter. Il est Kofidia, juriste. Il est analyste politique. Il est Kofidia. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joël. Mais avant toute chose, permettez que j'accorde une attention particulière au décujus, donc au défunt maître Kono, est décédé hier suite à un accident de circulation. Et condoléances à sa famille, à ses amis, et notamment à maître Yenofan. Et ces situations nous rappellent que la vie ne tient qu'à un fil et que nous devons rester humbles devant la vie, humbles devant les faits. Oui, vanité des vanités, toute vanité, mesdames, messieurs. Nous nous inclinons aussi devant la mémoire de l'illustre disparu. Une perte en vies humaines, c'est toujours beaucoup. Et malheureusement, 100 jours après les législatives, les Béninois devront se rappeler ces heures sombres de l'histoire de ce pays. Oui, législative du 28 avril, mesdames, messieurs, au Bénin, les Béninois n'oublieront pas de sitôt, sinon jamais, puisque c'est un pan de l'histoire de ce pays. La toute première fois depuis les années 90, aucune formation de l'opposition n'y a pris part. Seulement 2 formations, pour la toute première fois, allaient aux unes. Et pour la toute première fois, mesdames, messieurs, ce scrutin se sera achevé sur des dissensions profondes entre filles et fils d'une même nation, mais pire, dans un bain de sang. 100 jours après, Ingrid Adovi, quels sont les ressentiments qui sont les vôtres? D'abord, 100 jours après, permettez, comme il l'a dit, qu'on puisse s'incliner devant la mémoire de ces concitoyens qui sont décédés. Parce qu'on sait officiellement au moins qu'il y a des décès, qu'il y en a où les corps ne seraient pas retrouvés, ou qu'il y en a qui ne se sont pas rendus à la maison. Mais c'est important qu'on puisse d'abord s'incliner devant cette ressource immense. Il y a de développement que d'hommes qui soient partis dans le courant des faits. Maintenant, outre cette partie très sombre des pertes en vies humaines, c'est que moi je suis attristé, je suis toujours en deuil. En deuil parce que ces élections ont marqué d'encre indélébile cette démocratie-là qui cherche encore son modèle, cette démocratie qui est arrivée à un carrefour où il fallait vraiment faire un point et ouvrir la brèche à tout le monde, comme ça l'a été, mais on n'a pas voulu fonctionner comme ça. On a voulu y aller seul. Et puis les spécialistes en gestion de crise vous diront que le conflit est latent et que quand on dépasse le conflit, on va à la crise. Et qu'en l'espèce, c'est la crise même qu'on a vécue. Et je pense qu'on est toujours dans cette crise-là. Moi, je ne me retrouve pas parce que c'était inédit, on ne pouvait pas... C'était inédit, je me disais, mais écoutez, je vais vous donner un exemple simple que j'ai vécu. Je devais faire des papiers pour des organes en ligne, des confrères à l'extérieur. Mais je me réveille le matin, je constate qu'il n'y a pas la connexion. Je vais faire le tour des unis, il n'y a personne. On arrive à me joindre difficilement. Je ne peux pas
renvoyer mon papier pour que le papier soit passé. Voilà, ça a été un coup dur. J'étais démoralisé jusqu'à aujourd'hui. C'était un choc. Ça a été un choc et je vis toujours ce choc-là parce que je me dis, qu'est-ce qui nous est arrivé véritablement et d'où en est-on parti? C'est vrai qu'on prévoyait, mais la tournure du 28 avril est une tournure extrêmement grave qui doit pouvoir nous donner un pic pour dire, ça doit donner l'alerte. C'est le maximum qu'on est au sommet. Maintenant, il faut faire attention, il faut redescendre. Mais 100 jours après, comme vous l'avez dit dans votre interrogation, on est toujours là à se chercher. On a une accalmie relative, on se salue, oui, on se parle, mais réellement, on n'a pas dépassé la crise. Ou du moins, on s'enfonce davantage dans la crise, même si les institutions, du point de vue légal et démocratique, sont installées, la composition même de ces institutions-là, l'ambiance, l'activité institutionnelle a pris un choc et les citoyens se regardent, chacun se demande d'où est-ce que ça va partir désormais, ça va s'éclater encore d'où, on est là, on est sur la panique. Moi, je vais souvent tourner à l'intérieur du pays et dites-vous depuis mai, je ne suis plus allé tourner à l'intérieur du pays. Parce que les événements de Tchaourou, j'étais quelque part après Parakou vers Ndali, j'ai vécu les événements de Tchaourou et donc le bus dans lequel j'étais a été bloqué au niveau de Tchaourou, on a été obligé, heureusement qu'on a eu la lettre plus tôt, on a fait demi-tour, on est allé prendre pas encore Parakou, Basila, Djougou Basila, Bante, Savalou, Tassa. Ça a été tout un périple pour rejoindre Cotonou. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, on me sollicite encore pour venir dans le Nord. Je dis, je n'ai pas encore vécu ça. Je ne peux pas regagner l'autre partie du Nord. Alors que je prenais du plaisir à sauter dans le premier bus qui va à Parakou pour aller me retrouver au Nord et faire mon travail et redescendre. Mais aujourd'hui, voilà la situation. Un exemple personnel. Et ça en est beaucoup pour beaucoup. J'ai d'autres confrères qui doivent venir au pays pour qu'on puisse faire des productions. Mais à cause de cette situation, par exemple, ils ont refusé de mettre pied au pays. Jusqu'à aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on a de ces genres d'informations-là qu'il y en a qui ne viennent plus. Mais dis donc, c'est une crise dans laquelle on s'enfonce et c'est une crise que j'ai du mal à digérer jusqu'à aujourd'hui. Une crise qu'on a du mal à digérer. 28 avril, si loin, si proche, mesdames, messieurs. Il est Kofi-Dja, j'imagine au moins que vous, les événements ne vous ont pas pris par les tripes et que l'on tient toujours. Non, écoutez, le 28 avril 2019, dans la République du Bénin, et consacre le requiem des partis politiques et par ricochet de la démocratie. Parce que lorsque vous lisez bien Lénine, dans la conception de Lénine, des partis politiques, ils sont avant tout des avant-gardistes éclairés de la classe ouvrière et par conséquent du peuple. Et donc, pour ces auteurs illustres, on ne peut concevoir une élection sans les partis politiques, puisque la Constitution elle-même l'a consacrée comme étant les acteurs animant la vie politique. Et donc, ce 28 avril nous a servi un plateau politique suffisamment dégoûtant, dans la mesure où on a assisté à une exclusion qui ne dit pas son nom, et la révolte, donc l'expression du mécontentement du peuple, nous a servi également un autre plateau composé de cadavres et de gens blessés et de gens emprisonnés, et pour citer également les gens exilés. Et quand vous regardez tout ce cortège, et vous vous demandez si vous êtes encore dans un état de droit. Parce que ubi societas, ibius, c'est-à-dire que partout où il y a une société, il y a le droit. Et lorsque le droit s'exprime, lorsque la règle de droit prime sur tout, on ne devrait pas assister à ces gens de dérapage, on ne devrait pas assister à ces gens de mésaventure, on ne devrait pas assister à ces gens d'expression de la violence. Le droit et la violence ne peuvent jamais dormir dans le même lit que l'amour et la jalousie. L'autre chose, ce 28 avril 2019 révèle qu'au Bénin, nous avons des politiciens et non des hommes d'État. La différence entre le politicien et l'homme d'État est simple. Le politicien, il passe tout son temps à penser à la prochaine élection, alors que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et lorsque l'on pense à la prochaine génération, on fait des réformes, où on prend des réformes, où on va à des lois qui puissent accorder l'aspiration de tous. On fait des lois qui puissent permettre aux citoyens lambda de se sentir concernés, de sentir vivre
dans une société. C'est pourquoi, quand vous lisez le réussite et personnalité du docteur Demefos, l'auteur dit à la page 208, dans son dernier paragraphe, que pour faire de la politique, il faut des hommes désintéressés. Des hommes qui soient, c'est pas fini, oui. Des hommes qui soient au-dessus de la tentation, des hommes qui n'ont qu'une seule passion, servir leur pays. Avons-nous ces gendarmes aujourd'hui dans la cité béninoise? C'est la grosse interrogation, oui. Les événements de ce 28 avril ont renvoyé 3 grosses figures de la République devant leurs propres responsabilités. Il s'agissait de l'État, il s'agissait des acteurs politiques, il s'agissait des forces armées béninoises. Avant d'apprécier chacun de ces compartiments, chers invités, cette journée n'est pas passée sous silence au niveau de l'ODHP. L'ODHP demande à ce que l'État, oui, l'une des composantes des 3 grandes figures, à rendre public le bilan officiel des cas de décès enregistrés. Ceci s'impose-t-il, et je m'en vais vous demander d'abord, est-ce qu'on doit rendre officiellement public le cas de décès que les événements du 28 avril auront engendré? Important de le faire? À la question, il y a la vérité. La réponse c'est oui, c'est une obligation parce que le Bénin a ratifié plusieurs conventions et même dans notre constitution, notamment l'article 8, on dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc si on se base sur ce principe-là et partie de cet article-là, je pense que c'est obligatoire pour l'État, si je m'en tiens à vos 3 composantes, de rendre public le nom de ceux-là qui sont décédés, de dire que il ne suffit seulement pas de donner les noms officiellement, mais il faut dire les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont tombées, parce qu'on a Amnesty International qui a fait un rapport qui a donné un certain nombre de personnes décédées. Je pense que l'État, en bon garant des droits de la personne, doit déjà venir en amont et dire non, nous aussi on a diligenté une enquête, l'enquête a révélé telle condition, et donc voilà les conditions dans lesquelles ces personnes sont décédées. Si c'est des balles perdues, ou si c'est des morts qu'on a dû, ou bien on a accusé l'État d'être, ou c'est des morts, je dirais, aux environs d'autres cas de décès qu'on essaie d'infuser dans ces cas-là, qu'on puisse nous le dire pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi réellement. L'autre chose à côté, c'est que ce silence de l'État là peut être interprété comme si l'État était complice. Et puis, on a vu en Afrique et dans le monde que des régimes sont passés, et 5 ans après, des faits du sang les ont rattrapés. Donc, ce serait bienséant pour notre État même d'aller au devant de la scène, parce qu'il y a une enquête. En l'espèce, peut-être, je n'ai pas vu une enquête, je n'ai pas lu officiellement une enquête sur les cas de décès qu'on dénomme, qu'on lit partout, mais il y a une enquête qui a été diligentée pour faire le point des infrastructures endommagées dans la zone de Kadia où on sort. Si on arrive à tenir au temps, au matériel, au pécunier, pourquoi sommes-nous là à banaliser à la limite la personne humaine, qui est la plus grande ressource qu'on a dans la République? Donc, si une enquête est diligentée dans ce sens pour faire le point du matériel, certainement, parce que bientôt on va nous dire en Conseil des ministres que ça a révélé tel montant de dommages qu'on doit payer aux entreprises qui ont subi des chocs dans ces soulèvements du 1er 2 mai à Cotonou. Donc, à côté, qu'est-ce qu'on fait des familles qui ont perdu leurs enfants? Grosse interrogation, vous dites, mais il est Kofi-Dja, est-ce qu'il faut, à cette question de l'ODHP, effectivement, demander à l'État de rendre public le bilan officiel de cette rame? Votre vis-à-vis parlait de Tchaourou, oui, il n'y a pas que Tchaourou, vous l'avez dit aussi un peu plus tôt. Dans le Bénin profond, il y a des cas de décès qu'on a enregistrés aussi, il y a des dégâts matériels, on y reviendra, mais est-ce qu'il faut aller au bilan officiel aujourd'hui ou 100 jours après on se remémore ce qui s'est passé? Ne serait-ce pas remuer le couteau dans la plaie? Non, l'institution ne remue pas le couteau dans la plaie. L'institution attire plutôt l'attention de l'État, personne morale, mon représentant, les citoyens, de jouer son rôle et de se prononcer par rapport à un événement supposé non voulu, et qui exige de sa part un bilan aussi bien matériel, un bilan aussi bien humain. Mais le bilan qui devait préoccuper l'autorité dans le cas d'espèce, c'est le bilan humain. Parce que je ne connais pas un guichet où il est permis à un individu d'aller acheter un être humain. Et la valeur humaine est consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990. Et au-delà de ce que
nous nous comportons comme si nous étions éternels. Le décédé, le décujiste encore, le défunt, laisse des ayants droit. Si c'est un homme qui est décédé, sa femme, ses enfants, ses neveux, ses cousins. S'il était la pierre angulaire de cette famille, vous ne voyez qu'une seule personne partie, mais vous voyez tous les dommages collatéraux que la perte de cette personne-là peut causer à sa famille. L'État, au-delà de ce que font déjà certains leaders de partis politiques, en compatissant et en allant au chevet de ces familles éplorées, mais l'État devrait être la première personne à donner l'exemple. Donc, à effectuer un déplacement vers ces familles victimes de l'insurrection, en révélant d'abord à la face du monde le nombre de personnes décédées, blessées, un peu comme pour dire, on ne l'a pas voulu, mais c'est arrivé. Mais on peut réparer. On peut réparer. Tout fait. Quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, la réparation ne fera pas revenir le décédé, mais la réparation pourra adoucir la douleur. Parce que le pretium doloris, la douleur, a un prix. La douleur a un prix. L'État, en tout cas, a juré ne pas laisser sous boisseau de tels événements qu'il souhaiterait ne plus revivre sous, en tout cas, ces cieux. Alors, travaillons dans ce sens. Le dossier, depuis peu, pendant devant la justice, il faut le reconnaître. Mais une question qui préoccupe aussi les citoyens est de savoir, est-ce qu'on saura un jour toute la vérité sur ces affaires, d'après vous, journaliste d'investigation de surcroît? Je pense que le rôle premier de la justice serait de nous faire la lumière sur ce dossier. Et quand je rentre dans le... C'est vrai que le dossier pendant devant la justice, il y a des personnes qui sont toujours en détention, qui sont citées dans ces affaires-là, qui sont en détention, et d'autres qui sont recherchées. Donc, s'il y a une procédure en cours, s'il y a des avocats qui vont défendre les mises en cause, c'est dit donc que la justice est en train de faire son travail pour pouvoir faire la lumière là-dessus. Mais là où moi j'ai l'inquiétude qu'on ne pourra pas avoir toute la lumière sur ces insurrections, c'est qu'on est dans un régime judiciaire d'inquisition et non d'accusation. C'est-à-dire quoi? Le juge, il vient, il dit j'ai tel affaire contre vous dont je vous prends. Ce n'est pas qu'on vient, on vous présente devant tel fait et on vous amène maintenant à vous justifier pour vous disculper et vous libérer. Donc c'est des éléments à charge que le procureur a contre ces éléments-là, parce que d'abord, quand on suit même les avocats, j'en ai interrogé quelques-uns qui, au cours des audiences, ne se reconnaissent même pas dans les déclarations préliminaires que les mises en cause ont fait et par rapport aux déclarations qui sont lues lors des audiences. C'est autant de faits qui pensent, qui nous laissent croire que la procédure en cours va prendre du temps, comme beaucoup d'autres procédures, mais que l'essentiel ne nous sera pas dit, parce que cette insurrection-là est une insurrection général, même si on l'a vu dans quelques parties du pays, ça a concerné tout le monde s'est senti dedans, tout le monde a été choqué de ça. Donc, quand on nous révèle réellement d'où c'est parti, ce serait compliqué. Déjà qu'on sait comment on arrive à boucler les dossiers en justice, moi je ne serais pas étonné si pendant 2 ans, les mises en cause sont toujours détenues en prison et qu'on n'arrive pas à prononcer les sentences claires lors d'un procès. Je ne serais pas étonné parce qu'à chaque fois, il y a déjà 2 ou 3 reports où on doit revenir parce que on va aller faire des enquêtes sur d'autres éléments à charge qu'on a contre cela. À côté de cela, c'est que l'État même se sent impliqué. C'est que quand vous écoutez le nom de ceux-là qui sont impliqués, je vais faire référence par exemple à l'ancien président. Non, on sait qu'on a envoyé un juge à son domicile pour aller l'écouter. C'est dire que le juge le soupçonne d'être à la base d'une manière ou d'une autre. On est toujours dans le régime de la présomption d'innocence, je l'accorde totalement. Mais est-ce qu'on pourra arriver, c'est vrai qu'il a dit après ses soins qu'il va se mettre à la disposition du juge pour être écouté, est-ce qu'on pourra nous livrer toute la vérité sur cette affaire? En tout cas, c'est la grosse interrogation, oui. Ingrid Mensa-Dovi, il faut le rappeler, c'est un journaliste d'investigation et plusieurs sujets ont déjà été consacrés à ce dossier et c'est à raison qu'il est sur ce plateau. Oui, il est confident en face de vous, donc Ingrid, je le reprécise, vous avez un juriste, mais une grosse question taraude l'esprit de bon nombre de Béninois. Il est confident, analyste politique, vous êtes aussi. Pensez-vous sincèrement qu'un jour le peuple saura toute la vérité sur cette affaire? Le peuple saura toute la vérité à condition que la ruse ne s'y mêle pas, ne se mélange pas à la procédure. Parce que j'ai oublié l'auteur, mais il dit que la ruse avilit la politique comme l'hypocrisie avilit la
religion. Donc, si la ruse ne vient pas jouer sa carte principale, le fait que nous soyons dans un système inquisiteur n'empêche pas l'avocat de la défense d'utiliser les faits, d'appeler les principes de droit pour défendre au mieux son client et le sortir de difficultés. Mais ce qui est sûr, lorsque la procédure pénale sera enclenchée, on sera obligé d'abandonner la réparation, donc au plan civil, puisque le pénal tient les civils en l'état. Et donc, je ne peux pas comprendre que des avocats se plaignent de ce que, lorsque le procureur pense et dit et joue sa partition, ils n'ont plus la possibilité d'aller loin. Sauf si la politique vient dire carrément au juge assis, qui, ma foi, est indépendant, d'avoir telle posture, ce que je ne pense pas. Et il faudrait que les citoyens aussi retiennent ceci. L'État est une personne morale, mais l'État est poursuivable. Et depuis l'arrêt Blanco, que nous a enseigné en droit administratif, et on peut poursuivre une personne morale et par ricochet l'État. Donc, s'il est démontré que l'État est le principal auteur de tout ce qui est arrivé comme dommage et donc préjudice, il va de ce que on pourrait condamner l'État. Mais si les enquêtes diligentées ça et là révèlent que l'ancien président de la République serait un commanditaire silencieux, bon, il sera payé également parce que, pour moi, un citoyen reste un citoyen et surtout lorsque vous avez perdu le pouvoir, vous restez un citoyen à part entière. Et personne n'est sorti de la cuisse de Jupiter pour prétendre être au-dessus du droit. En tout cas, et même le puissant de l'instant n'est pas au-dessus du droit. C'est juste une question de temps. Il redeviendra un citoyen lambda et c'est ce que semble oublier lui-même et ceux qui l'entourent. C'est dommage. En tout cas, le dossier est pendant devant la justice, puisque cette émission vise à faire ce devoir de mémoire, obligation oblige, car désormais fait partie de l'histoire du Bénin ce 28 avril 2019. Il est confié à Ingrid Adovi. Ce fut des moments de douleur pour tout un peuple. Il y en a qui attendent encore, dit-on, de pouvoir faire le deuil de leurs. Vous concevez ça? Ça se comprend sans jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pretium doloris, la douleur a un prix. Il y a deux façons de faire la douleur. De reconnaître que l'on a commis un dommage et que ce dommage a occasionné la mort ou le départ d'un individu et de venir déposer une allocation en termes de dommages et intérêts dont le quantum sera défini par le juge. Et chose qui vient et montrer que le matériel vient apaiser un peu une situation que l'on ne pourra plus jamais rétablir. Voilà. Maintenant, il y a la démarche, la conduite, le langage, le discours, la stratégie du pouvoir en place pour amener la famille de Feinte à accepter plus vite le deuil. C'est-à-dire cette facilité de faire un aveu au préalable ou de reconnaissance et d'assistance. Parce que le pouvoir, notamment les politiques, n'assistent pas les citoyens. Il ne suffit pas de se limiter à cette comédie de 3 jours. Je vous ai dit, le défunt, il s'en va, mais il laisse des ayants droit qui vont manquer forcément de son départ. C'est pourquoi, avant de faire du mal à un individu, il faut d'abord penser à tout ce qui l'entoure. Les gens oublient souvent ça. Je vois des individus convoquer leurs confrères, leurs frères, leurs amis pour de l'argent, les pécous. Je ne me battrai jamais, je ne ferai jamais ça. Je ne me battrai jamais pour quelque chose que je ne pourrai pas amener dans l'au-delà. Quand je sais que je dois laisser tout sur la terre, convoquer mon frère, mon ami, pour de l'argent, c'est une aberration. Pour moi, en tout cas. Vous, homme de droit, vous pensez ? Oui, moi, homme de droit. Moi, homme de droit. Mais ayant choisi de mettre au devant du droit la foi. Parce que le seul héritage éternel que vous pouvez laisser à un enfant et être sûr de ce qu'il va réussir dans la vie, ce ne sont pas les immeubles, les maisons à 4 étages ou à 3 immeubles que les gens tentent d'ériger par force de stratégie ou de coups, donner ça et là. Mais c'est Dieu. Le véritable héritage, c'est Dieu. La foi, le visage de Dieu. Devant cet héritage, les enfants ne se battront jamais. Vient après le reste. Mais ils font quoi? Ils oublient Dieu et ils laissent des immeubles à leurs enfants. Et comme ils n'ont pas la foi, ils se battent, ils s'entretuent et finalement l'héritage ne leur sert à rien. Vous aurez choisi entre quoi? Laisser
un bien matériel à vos enfants et laissez la Bible à vos enfants. Oui, en pleine période de crise, ces questions reviennent. Donc la foi de sa famille, oui. La foi de ses familles peut également... Donc il faut surfer également sur la foi de ces familles-là pour les amener à fuir oublier. Ingrid Messandovi, vous avez dû faire beaucoup de constats durant vos déplacements. Il est de ces familles encore qui en sont à attendre de faire le deuil de leur, dit-on. Oui, il y en a qui ont du mal à faire le deuil et puis il y en a qui attendent toujours le retour des leurs à la maison, c'est aussi très important. Quand vous dites le retour des leurs, je le dis. Voilà la vraie question, ils étaient où, ils sont passés par où pendant que l'État assure la sécurité de chaque individu dans la République. Je voudrais rebondir sur ce qu'il est présenté tout à l'heure pour dire, même dans cette foi-là, il faut la justice, la vérité, la réconciliation. Parce que dans cette foi-là, il faut qu'on arrive pour quand même à dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement en passé. Parce que tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous aurez du mal à faire le deuil. Vous savez, si on était dans un pays un peu plus développé... Non, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer avec les hommes. Vous pouvez jouer avec les gens. Mais vous ne pouvez pas jouer avec les lois de Dieu. Ça, c'est sûr. On le laisse poursuivre. Je suis d'accord qu'il laisse se remettre à Dieu pour comprendre la situation. Mais au moins, on peut aller dire la vérité. C'est vrai qu'on essaie de contourner, mais dire quand même la vérité serait la plus grande démarche du début du processus de deuil et même de réconciliation. Parce que en l'état, cette disparue dont on parle aujourd'hui là constitue une déchirure pour le pays aujourd'hui. Si vous ne vous remarquez pas, constatez qu'il y en a qui sont très agressifs parce qu'il est là, il a bien présenté une fois encore, quelqu'un qui part, c'est d'autres bouches qui en souffrent, c'est d'autres personnes qui compatissent à cette douleur-là, qui n'arrivent pas à dépasser. Je prends juste la métaphore, s'il y avait un crash d'avion, vous voyez en même temps, on met en place une cellule de crise, des psychologues qui sont là pour pouvoir accueillir les parents. Il y a la méthode dont on annonce le décès, on n'annonce pas le décès d'un coup, mais voilà. Je suis avec un frère, je prends un exemple, un parent qui sort le matin, qu'on ne retrouve plus. À Tchaourou, quand même, les confrères de TVC, de TV5 Monde, si vous permettez de les citer, ont pu nous montrer des tombes où on a dit, voilà, des gens qui sont décédés sous le coup des balles, qu'on a enterrés ici et ici. Qu'est-ce que l'État a fait pour aller en contrepartie pour dire, voilà, c'est peut-être des décès dus à des maladies ou des décès tout à fait normaux constatés à la maison qu'on essaie de présenter pour manipuler. Mais quelles sont, voilà, celles de la communication gouvernementale ne dit rien par rapport à ça. Le ministère de la Justice, je ne sais pas si, dans ce cas, il y a eu un processus. Des enquêtes, on en saura certainement. On en saura. Mais il faut. Je ne m'en remets pas à Dieu. Mais je veux juste dire que si les acteurs de la justice tentent de jouer au plus fin avec les lois, ils ne peuvent pas jouer au plus fin avec Dieu. Cela voudra dire quoi? D'une manière ou d'une autre, ces victimes finiront par être récompensées. Parce que nous sommes des humains. Et il y a des choses qui dépassent notre entendement et des choses que nous ne voyons pas. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, mais j'ose croire que nous sommes tous égaux devant l'Éternel. Et ce n'est pas pour rien, on le dit, mais on ne le pèse pas assez. Vanité des vanités. Tout est vanité. Oui, Ingrid, la douleur, elle est là, intense, êtes-vous en train de dire. Durant ces événements, on a vu quand même des agissements, des scènes qu'il faut déplorer, de l'argent qui est parti aussi en fumée. On ne va pas le banaliser. On en a besoin quand on sait aujourd'hui que le commun des Béninois, vit très mal. C'est un fait désormais. Le chef d'État, à un moment donné aussi, s'est plaint de la situation et espérait que ça s'améliore. Et lorsqu'on est dans cette logique de voir les choses s'améliorer, qu'il y a une situation, c'est vrai, déplorable, et que des citoyens en arrivent à s'attaquer à des symboles, on peut le dire, parfois, pas forcément de la République, mais de bien-être, d'abondance, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger aussi? Au sud du pays, on a vu une infrastructure, pas des moindres, partie en fumée, beaucoup d'argent. Dans le nord du pays, vous le savez, quelle est la position du Bénin aujourd'hui quand on parle du coton? C'est une usine qu'on essaie de d'incendier carrément. Quand vous revisitez tout ceci, aujourd'hui, 100 jours après, vous l'appréciez comment? 100 jours après, je l'apprécie de la manière suivante, Joël. C'est pour vous dire que le peuple n'est pas con, et que le peuple n'est pas dupe, et que le peuple sait qui il a mis pour conduire cette destinée, et que le peuple sait très bien où il va. Première étape,
c'est le taux de participation aux élections, même si après, les chiffres ont changé entre la Sénat et la Cour constitutionnelle, on les prend tels. Mais la deuxième démonstration est celle que vous êtes en train d'énumérer là. On sait qu'il y a plusieurs infrastructures dans la zone de Cotonou, par exemple. Mais je ne voudrais pas citer l'institution dont vous parlez. Merci. Mais ce sont des amis, moi j'ai des amis qui travaillent là, par exemple, qui depuis ont du mal à travailler, à gagner le pain quotidien parce que l'institution même qui les abrite a été incendiée. Mais quand on va derrière le rideau, c'est que le peuple sait, sinon le peuple soupçonne que ces genres de choses ou ces institutions-là, ces entreprises appartiennent à des proches de l'État, à des proches de ceux qui sont au pouvoir ou appartiennent à ceux qui sont au pouvoir. Donc, en s'attaquant, le peuple se dit, je suis en train de faire des analyses, être en train de faire du tort à ceux-là qui sont en train de nous conduire. Mais faisons un peu le parallèle des formes. Allons au Burkina avec ce qui s'est passé. Le balai citoyen, quand ça a vraiment explosé, vous avez vu les boutiques qui appartenaient aux proches de Compaoré et autres ont été attaquées parce que pour les citoyens, voilà ceux-là qui vivent bien des ressources que nous tous nous produisons, mais ils se sont accaparés de ça. Donc, allons détruire ça pour leur faire du mal. Si on n'arrive pas à les détenir en personne pour pouvoir les finir avec eux, si il faut se permettre le terme, on est sur un plateau de télévision, on ne va pas prôner de telles d'actions. Mais voilà un peuple qui se dit, je prends ma revanche, donc je m'attaque à leur bien. Alors que le vrai débat n'est pas là. La vraie question n'est pas là. C'est des actions que moi, je condamne parce que, qu'on le veuille ou non, la colère s'est exprimée. Mais la colère s'est exprimée en créant encore plus de colère parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur job à cause de ces infrastructures-là. Et c'est pas seulement il y a eu beaucoup d'autres petites infrastructures qui ont été touchées, où à chaque fois, vous apprenez que tel est actionnaire majoritaire, tel est actionnaire majoritaire. Et le chef de l'État, dans l'un de ses audios, quand il était devant les évêques, a dit qu'on dit, je construis des stations-service, mais je n'en ai pas besoin. C'est pas pour moi. Mais pourquoi on ne nous dit pas réellement à qui appartient ces gens d'entreprise pour qu'on puisse savoir? Parce que c'est aussi ça. La connaissance populaire laisse place à toute forme d'interprétation. Donc il faut que la communication soit bien orientée, bien claire, bien précise pour que le peuple puisse savoir que oui, c'est un investisseur privé qui est en train de faire son investissement. Peut-être il y a des proches de l'État ou il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ont des actions dedans, mais ça appartient à un investisseur privé. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je trouve que ce peuple est très intelligent, mais il faut se méfier de ce peuple qui, parfois, affiche une certaine indolence et une certaine approbation. Mais c'est un peuple qui sait très bien où il va. Et au moment opportun, c'est sûr que ce peuple saura dire la loi. Il est Kofi Dia. Oui, c'est des images aussi qui n'auront pas échappé à certains analystes. Oui, c'est vrai, il fait des parallèles de forme au Burkina Faso. On se rappelle ces histoires-là. C'est aussi vrai que quand on va un peu au fond, beaucoup étaient surpris par les choix effectués par ceux-là qui ont posé ces actes de vandalisme qui sont à dénoncer. Comment le juriste apprécie? Vous ne voyez même qu'un seul côté de la chose. Ah bon? Et il a une vérité universelle, que lorsque le peuple se fâche contre le pouvoir en place qui est supposé le protéger, viole tous ses droits, cet élan ou cette expression va souvent vers le vandalisme des biens appartenant notamment au premier responsable, donc le chef de l'État, et ou bien appartenant à ce dernier ou à ses proches. Donc, le peuple a eu l'information, dans le cas de Cotonou, qu'il y a des biens qui appartiennent à des proches du président de la République et que le président aurait des actions dans ces différents biens. Donc, il faut aller les vandaliser, pour faire mal à l'autorité. Mais cela n'empêche pas de poursuivre les acteurs de ces actes-là parce que, qu'on veuille ou non, on est en droit et la responsabilité de l'émeutier, dans ce cas d'espèce, est engagée. Parce que vous ne pouvez pas faire ça et on va vous laisser parce que c'est votre façon à vous de décourager le puissant de l'instant. Mais d'un autre côté, si la police républicaine avait joué son rôle... On revient à la question de la police républicaine. C'est l'autre côté que vous avez oublié. Non, on ne va pas oublier parce que j'ai parlé de 3 compartiments, l'État, les acteurs politiques et l'armée béninoise. Mais avant d'aller vers l'armée béninoise, oui, je voudrais vous demander, tout en maintenant ce que vous venez d'exposer, quand on prend ce schéma où les gens sont dans les soupçons, votre vis-à-vis demande à ce que l'État, dans la démarche communicationnelle, puisse jouer de la transparence pour aider à dissiper parfois les malentendus. Mais avant, est-ce qu'il faut lire à travers ces faits une nécessité alors pour l'État de se réconcilier avec son peuple? Demander à l'État de se réconcilier avec son peuple, c'est demander à l'État de faire preuve d'honnêteté et d'intégrité. Mais dans le schéma politique de nos dirigeants africains et pas ricochet béninois, la morale et
la politique ne font pas bon ménage. Nous parlons de questions surtout de ce que certains appellent affliction entre l'État et ses administrés. Est-ce qu'on en est vraiment là où il faut penser des plaies pour que le citoyen se sente en phase avec l'État aujourd'hui? Non, on est dans le désarmement total. L'affliction, je suis d'accord, mais je voudrais aller au-delà de l'affliction. On est dans un procès, sinon on est dans une contradiction qui ne dit pas son nom, simplement. Le peuple a tourné droit à l'État, le peuple ne suit plus l'État. Moi, j'ai fait le tour Parce que l'État, je n'ai pas fini, vous m'avez lâché la parole. Non, je ne vous ai pas lâché la parole, pour faire la transition. Non, on dit que le peuple a tourné droit à l'État. Non, le peuple a... Laissez-moi finir. Laissez-le finir, oui. Oui, parce que c'est parce que j'ai commencé par citer des trucs là que vous m'avez lâché la parole. Le peuple a fait droit à l'État parce que l'État a cessé de servir le peuple. Ça, il faut le noter, puisque la fonction première de l'État, c'est de servir le peuple. Mais quand vous prenez le peuple comme un adversaire, alors que vous n'auriez pas pu accéder au fauteuil présidentiel sans le peuple, il va de ce que le peuple vous tourne dos. Et les chiffres sont là. Même tel gonflé, cela atteste de ce qu'il y a une tricherie, il y a une duperie, et cela justifie le malaise profond. Parce que lorsque le peuple ne va pas voter, ils ont fait preuve d'une abstention à hauteur trop inférieure trop inférieure à 49%, c'est qu'il y a forcément un problème. Et le fossé est tellement grand que ici, on a pu rapprocher ou ramener les 13% à 22% et pas encore une alchimie mathématique des plus inventés à 27%. Même là, si on prend donc, il faut travailler à améliorer la situation. Il faut travailler fort. Donc, Ingrid, oui, vous disiez dans ce sens. Oui, le désamour est aujourd'hui avec le peuple. Il est revenu sur les chiffres, mais il y a d'autres faits sociaux, économiques qui corroborent très bien cet état de choses-là. Prenez votre caméra, descendez dans la rue, prenez 10 Béninois. Prenez les au hasard. Au hasard simplement. Je suis sûr que 8 vous diront que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait avec le gouvernement, la politique mise en place. Même s'ils ne sont pas des fins connaisseurs de la chose politique, le Béninois est très politique et le Béninois suit de près ce qu'est la politique au Bénin. Donc, à partir de ce moment, quand on a eu un taux comme ça, il est à évoquer l'intégrité ou l'honnêteté. L'intégrité, même la dignité humaine, la dignité de la personnalité, aurait pu nous amener à dire, voilà, on a eu un taux macabre, totalement minable, on repose le débat, on refait ces élections-là. On revoit les lois. On revoit tout ça. Mais pendant ce temps, ce qui corrobore la tension sociale qui est une accalmie, ce n'est pas encore la paix, on a une accalmie là, c'est qu'on est passé sur tout ça, on a installé le Parlement, on a un président du Parlement, le Parlement est entré dans ses fonctions normales, on a désigné les ayants droit, c'est ceux qui doivent siéger au sein des institutions de l'État, le CES, la HAC et bientôt au niveau de la Cour suprême, je crois. Donc, et le Parlement doit désigner encore ou a déjà désigné ses représentants au niveau des cours régionaux. Ou bien des parlements régionaux, si c'est ça les parlements régionaux. Donc, si vous saviez que ça ne s'est pas bien passé, vous ne pouvez plus continuer. Mais on fait tout comme si le peuple, on s'en fout, c'est de l'herbe, on marche là-dessus, on peut même amener des bulldozers pour raser. Non, vous n'avez pas dit ça. C'est le chef a promis le dialogue. Non, il ne faudrait pas qu'on se mente. Sur ce dialogue, moi je suis clair là-dessus, ce dialogue est un dialogue pipé depuis la base. Parce que le chef de l'État aurait pu nous montrer son honnêteté en mars 2016. Je vous le promets, on reviendra sur cette question. L'autre paire de manches que Hilaire Kofi-Dia voudrait évoquer, c'est vrai, c'est le tableau. Tous avaient le regard tourné vers l'armée béninoise, cet instant-là, Hilaire Kofi-Dia. Et pourtant, elle en est pour très peu de choses, en vérité. Non, elle en a pour beaucoup. Puisqu'on a dit... Vous n'oubliez pas qu'elle est sous ordre. Non, elle en a pour beaucoup. Je m'explique. On dit chef de l'État. Il est le chef, mais il n'est pas l'État. On dit chef du gouvernement. Et il est le gouvernement. Mais il est le chef, mais il n'est pas le gouvernement. Chef des armées. Il reste chef, mais pas des armées. Mais la Constitution l'a pris comme tel et il délègue ses responsabilités au premier responsable de la police républicaine. Donc, le rôle premier de l'armée, face à une telle violence, à une telle insurrection, c'est de contenir le peuple, de cadrer et de maîtriser. Mais lorsqu'on note des dysfonctionnements au niveau de l'armée, lesquels dysfonctionnements vont jusqu'à tirer sur des personnes, des citoyens, des personnes civiles,
mais il va de ce que la responsabilité et de l'État est engagée par le biais de ses représentants, dans le cas d'espèce des policiers. Et donc, on va punir cette... on va engager la responsabilité de l'émeutier, mais on engagera également la responsabilité de l'armée et qui... Vous êtes sérieux en disant engager la responsabilité de l'armée? Engager la responsabilité de l'armée. Et je ne veux pas être l'avocat de l'armée, mais même si l'avocat bénéficie de ce que nous appelons en droit de faits justificatifs, et l'armée pourra se réfugier derrière l'ordre ou le commandement de l'autorité, l'ordre de la loi. Donc j'ai reçu l'ordre, je l'ai fait, donc c'est indépendamment de ma volonté, ou que les acteurs étaient tels que les faits se présentaient. On ne pouvait pas contenir, on n'a pas prévu ce qui est arrivé, mais je signe et je persiste que l'armée a fait preuve de dysfonctionnement. Oui, c'est la même question. Qu'avez-vous envie de dire très rapidement? C'est la même question. Moi, je n'ai pas reconnu notre armée. Parce que des civils non armés, qui même s'ils avaient des goudins, des machettes en main, l'armée ne pouvait pas s'autoriser à tirer sur ces civils-là. Mais on aurait pu voir, sinon on a cru voir des images, via la toile bien sûr, où on tirait à bout portant avec des balles réelles. Nous avons dit, on a appris dans les informations, à balles réelles sur des civils qui seraient tombés. En aucun cas, l'armée ne serait fait ça. Et puis même si l'ordre est venu d'en haut, on a vu où des chefs de gang ont été pris par la justice, où même des généraux ont été mis en cause, mis en examen et tout. Donc, la même chose peut se passer chez nous ici. Donc, il faut faire très attention. Cette armée-là m'a carrément déçu. Cette classe politique, alors, face à cette situation, qu'avez-vous envie de dire à la classe politique en général? À dire la classe politique en général, je pense que moi, mon seul espoir aujourd'hui, c'est qu'on puisse réviser le code et la charte au Parlement. C'est que le chef de l'État puisse faire le miracle pour qu'on révise la charte et le code au Parlement pour qu'on n'ait plus d'élections exclusives, mais qu'on ait des élections inclusives. Parce que depuis, si vous faites le point, ça nous fait 9 mois, depuis août, sinon bientôt 1 an, août 2018, qu'on est en train de parler de politique, on ne parle plus de développement, alors que pendant ce temps, à côté, dans les pays voisins, ça bouge, mais chez nous, ça traîne et ça va à reculons. Il est confident à la classe politique. On aura beau réviser le code électoral et la charte des partis politiques, tant qu'on n'aura pas les hommes d'État, ça ne marchera pas. Car l'homme d'État parle sans état d'âme, mais avec l'âme d'État. Et il faudrait que nous soyons en présence de ces individus passionnés, mais animés de la volonté de servir le peuple pour que nous assistions véritablement à l'implantation ou à la consolidation de la démocratie difficilement acquise au Bénin et qui est en souffrance. En termes de perspective, qu'entrevoyez-vous pour le Bénin? Et ensuite, votre conclusion. En termes de perspective, c'est vrai, on a chanté le requiem de notre démocratie. Mais je reste confiant que le génie béninois peut encore nous sortir d'affaires. Et le génie béninois, cette fois-ci, contrairement aux faits antérieurs, il y a une seule personne, au chef de l'État. Je le dis aujourd'hui, le chef de l'État a les jeux en main, il a les cartes en main. S'il décide de rebattre les cartes et de les distribuer à nouveau, vous allez voir que ça va bouger. Donc, moi, je prie le chef de l'État de pouvoir véritablement, pour nous imposer le développement, pour nous amener vers le développement, on n'a pas besoin de nous imposer un modèle démocratique ou de nous imposer une volonté unique d'une personne, parce qu'on a bien opté pour la démocratie, à moins que le Parlement confère aujourd'hui au chef de l'État la monarchie, pour qu'on puisse dire très bien, maintenant c'est la monarchie, Patrice Talon est le seul maître à bord, on va évoluer tel. Merci beaucoup. Oui, il est Kofi. Non, en termes de perspective, j'ai peur que au soir du 6 avril, du 5 avril 2011, les 2021, j'allais dire, les réalisations du pouvoir en place qui ne concordent pas avec l'appréhension que nous avons des réformes, a dit, joue un tout petit peu en sa faveur. Parce que il tourne dos au peuple, mais il est en train de déplier son programme ou de plier son programme d'action de gouvernement en attirant l'attention des uns et des autres sur ce que nous voyons tous les matins, sur ce que nous constatons tous les après-midi. Et c'est ce que nul ne peut nier et renier au crépuscule. Merci à vous, il est Kofidia. Merci également à vous, Ingrid Adovi, chers téléspectateurs 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Que vous dire? Non. Un grand merci pour la complicité. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'ancien homme d'État britannique Winston Churchill. Je le cite: on ne devrait jamais tourner le dos
à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement, alors, sans vous dérober, vous le réduirez au moins de moitié. Ainsi, le développement sera acquis pour tous, mais pas pour quelques-uns. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour, d'autres sujets à vous présenter. À très bientôt.